C'est le moment de l'une de mes vidéos préférées, mes favoris et inspirations de l'été 2019. Bonjour et bienvenue, merci infiniment d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Florivine et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter les choses qui m'ont marqué, qui m'ont inspiré, que j'ai aimé pendant cet été. On va commencer, il va y avoir beaucoup de bouquins puisque je suis partie en vacances et du coup j'ai beaucoup lu. Donc on va commencer par les vacances en question. J'ai mis une carte. Je suis partie en vacances en Crète. Alors je vais pas, c'est pas une chaîne de voyage, donc je vais pas vous en parler pendant 50 000 ans, mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est pas si loin d'ici, on se tape pas 20 heures d'avion, super bilan carbone, etc. C'est une île, ce qui fait qu'il y a de la plage, de la montagne, de la randonnée, du farniente au bord de la plage ou au bord de la piscine. On y mange très bien, on a très bien mangé pendant 10 jours, les gens sont très sympas. Et en plus, il y a un fort côté culturel, puisqu'il y a pas mal de ruines archéologiques, de musées, de choses comme ça, autour notamment de l'époque palatiale. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon équilibre. Nous on y allait en couple, je pense que c'est très bien aussi en famille. C'est un très bon dépaysement. Et puis alors là-bas, entre la végétation, les couleurs des maisons, les couleurs des murs, des œuvres artistiques qu'on trouve dans les musées, les choses comme ça a été une énorme source d'inspiration pour moi. Voilà, donc première source d'inspiration de l'été, le voyage en Crète. Ensuite, puisque quand on est en vacances, on lit beaucoup, j'ai 4, enfin en fait il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 6 au total des bouquins, mais il y en a 3 qui font partie de la même trilogie. 2 bouquins de space opéra, 2 bouquins de polar que je vais vous présenter. Donc le premier, c'est celui-ci qui s'appelle en français L'espace d'un an chez les éditions Atalante. Et en fait, j'ai lu les 3. C'est ce qu'ils appellent la série Wayfarers, qui est le nom du vaisseau de ce truc-là. Donc il y a celui-là, il y a ça et ça. Donc c'est 3 space opéras de l'autrice Becky Chambers. Et si vous voulez, c'est le genre de truc que moi j'aime bien parce que c'est plus contemplatif que plein d'action. C'est-à-dire que c'est... Enfin, plus contemplatif et émotionnel, et on s'attache au personnage, etc. Le premier tome, je vais vous parler que de celui-là parce que sinon c'est compliqué de vous parler de 50 000 trucs, mais celui-ci, donc L'espace d'un an en français, The Long Way to a Small Angry Planet en anglais, parle en fait du vaisseau, d'un vaisseau qui creuse des tunnels dans l'espace-temps pour pouvoir naviguer au-dessus de la vitesse de la lumière entre les planètes. Et donc ils ont une mission où ils ont 1 an, enfin ça va durer 1 an, pour creuser jusqu'à une planète, une petite planète en colère, qui est près du centre de la galaxie. Et donc, au fur et à mesure de leur voyage, on voit les liens qui se tissent entre les différents personnages. Il y a une petite nouvelle qui arrive qui vient de Mars. Et donc, on découvre un petit peu tout cet univers à travers les yeux de cette nouvelle. Et d'un autre côté, les autres personnages se connaissent déjà. Et comment vous expliquer ? Moi, ce que j'adore dans ce truc, c'est pas juste le côté space opéra. C'est ce que j'aime, en fait, dans les histoires de science-fiction où il y a des aliens. C'est-à-dire qu'elle étudie beaucoup le côté transculturel et le côté compréhension ou incompréhension culturelle, ce genre de choses-là. Et elle a vraiment conçu en fait des cultures extraterrestres qui sont différentes de la culture humaine. Elle a vraiment fait l'effort, et ils se reproduisent pas de la même manière, ils élèvent pas leurs enfants de la même manière, ils ont pas les mêmes éléments de politesse par exemple, ils ont pas le même niveau de tactile par exemple, etc. Et c'est vraiment hyper intéressant d'étudier, c'est un peu comme une espèce de truc de communication interculturelle avec comme métaphore, plutôt que d'avoir des cultures humaines très très différentes les unes des autres, on a carrément des cultures aliens, j'ai vraiment trouvé ça cool. Disons que si vous aimez les choses comme Firefly, Mass Effect, ce genre de trucs là, vous allez retrouver le côté plein d'espèces différentes de gens qui collaborent alors qu'ils s'entendent pas forcément tous entre eux dans un vaisseau spatial. On retrouve un peu ce côté-là que j'ai beaucoup aimé. Par contre, effectivement, c'est pas des histoires où il y a beaucoup d'action. C'est pas genre une grosse intrigue façon True B avec des trucs et des climax et des machins. C'est très très
calme en fait, et beaucoup plus centré sur les relations entre les personnages. Un peu la version mystère cosy du space opéra, mais moi j'ai vraiment adoré. Et pour le coup, j'ai un peu eu l'impression, mon tout premier space opéra qui s'appelait Nom de code Aeneas à l'époque, c'était aussi une équipe comme ça dans un vaisseau avec plein d'espèces aliens différentes qui mène une enquête. Là il n'y a pas vraiment d'enquête, mais qui mène une enquête. Et en lisant ce bouquin, ça m'a vachement inspirée parce que je me suis dit, oui c'est possible d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, c'est-à-dire un truc avec un vaisseau, avec des personnages, avec une dynamique entre les personnages, sans que ce soit un espèce de truc façon série américaine avec des rebondissements partout. Donc ça m'a fait vraiment super plaisir et j'ai pris plein de notes d'inspiration. Et donc le deuxième space opéra que j'ai lu pendant l'été, c'est John Scalzi, donc c'est un tome 1 d'une série qui s'appelle L'Interdépendance. Donc ça s'appelle L'Effondrement de l'Empire, c'est aussi chez La Talente. J'avais pas fait exprès, hein. Voilà. Et donc là, comme c'est un premier tome, et ben il y a... Disons qu'il y a des bases qui se posent, mais c'est pas tout fini, hein. Et là, c'est un petit peu différent. Alors, c'est un space opéra avec uniquement des humains, par contre. Et... comment vous expliquer ? C'est vraiment le principe, c'est l'humanité qui a fait un énorme empire, qui s'est fichu un petit peu partout sur les planètes, qui utilise un système qui s'appelle le flux pour naviguer d'une planète à l'autre, et qui est géré par des guildes marchandes en fait, et où il y a des monopoles au niveau des biens et des échanges de biens, et c'est pour ça que ça s'appelle interdépendance, parce que chaque guilde en fait a des monopoles et vend des licences, et de manière à ce que tous les systèmes stellaires dépendent les uns des autres en fait. Donc il n'y a aucun système stellaire qui est autonome, et d'ailleurs il y a une seule vraie planète, tout le reste c'est des trucs artificiels qui ne pourraient pas survivre sans les échanges commerciaux avec les uns et les autres, et donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer, une nouvelle Emperox, donc impératrice, ils appellent ça Emperox, qui arrive, il se passe plein de trucs, etc. C'est hyper intéressant. Moi ce que j'ai aimé là-dedans, pareil, c'est les personnages, et des personnages qui sont pas typiques. C'est-à-dire que par exemple on a le personnage d'une nana qui fait partie d'une guilde, donc un peu la noblesse locale, et elle jure comme un charretier, elle couche avec des gens dans le vaisseau, elle a un côté très casual sexe, qu'on retrouve pas tellement dans des personnages féminins habituellement. Il y a une espèce de côté pince sans rire, je dirais pas que c'est comique, mais il y a un petit côté pince sans rire que j'ai trouvé intéressant. Et beaucoup de personnages féminins qui ont des personnalités très particulières et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, surtout dans le space opéra, surtout dans la science-fiction. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est rigolo parce que mon mari l'a lu aussi celui-là, et il m'a dit, parce qu'il lit mes manuscrits, mon mari, il m'a dit « Ah bah ça, on retrouve vachement de la même patte que toi, ça ressemble à ce que tu pourrais écrire dans quelques années quand tu auras un petit peu plus de bouteilles. » Et du coup ça m'a fait plaisir qu'il me dise ça parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc peut-être que... un space opéra que j'écrirai dans les années à venir, ce sera un petit mélange de ceci et de cela, avec beaucoup de style personnel à moi aussi. Ensuite, donc toujours dans les bouquins, j'ai lu deux polars, donc là c'est des mystères, encore une fois c'est ce que j'aime bien moi, les polars un peu cosy, un peu Agatha Christie, un peu rigolo, etc. Voilà. Donc là c'est celui-ci, donc Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman, donc c'est le 4e tome des détectives du Yorkshire, j'ai pas lu les 3 autres. Donc je pense qu'on peut tout à fait lire indépendamment les trucs, elle réexplique bien ce qui s'est passé avant, on comprend qu'il y a eu des choses avant, mais on n'a pas besoin d'avoir lu les autres trucs. Et donc c'est publié chez la collection La Bête Noire de Robert Laffont. Et là c'est typiquement ce que les anglophones appellent le cozy mystery. Donc ça se passe dans la campagne anglaise, c'est deux personnes qui mènent l'enquête ensemble dans un tout petit village, dans ce qu'ils appellent les vallons du Yorkshire donc. Et il y a tout un côté, le petit village avec les cancans, le côté allez je vais promener le chien. Donc là en plus le mystère c'est des chiens qui se font empoisonner justement, donc qu'est-ce qui se passe, etc. Le petit côté oulala c'est la merde, on va se faire un bon petit thé pour réfléchir à tout ça. Alors ça veut pas dire qu'il se passe rien, parce qu'il y a quand même, dès le départ, le héros là, le flic, qui s'appelle Samson O'Brien, il se retrouve mêlé à une affaire de meurtre, il se retrouve arrêté par la police dès le début, enfin bon, il se passe quand même des trucs pas cool, ça veut pas dire qu'il se passe rien, mais voilà, ce petit côté cosy, ce petit côté un peu automnal, je me mets sous la petite couette, je bois mon petit thé, je vais promener mon chien, voilà, donc c'était un peu curieux de lire un truc automnal
à la plage, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé la lecture de ce roman, un petit peu un Agatha Christie moderne, si vous aimez ce genre de truc. Et enfin, le dernier polar que j'ai lu dans un genre complètement différent, alors c'est un polar de Noël, très saisonnier tout ça. Donc Gabriel Katz, qui est connu à la base plutôt pour de la fantaisie, des choses comme ça, qui publie donc chez les éditions du Masque, c'est ce qu'il appelle le polar de Noël. Donc ça je l'ai acheté, j'ai rencontré l'auteur aux Imaginales cette année, là au mois de mai. Et il en sort un chaque année, c'est la petite aventure de Benjamin Varenne, qui est un comédien qui est beau, qui est rigolo, mais qui est un petit peu raté en fait, et qui aime bien courir après les nanas. Et donc il joue le Père Noël au Galeries Lafayette quand il croise une nana absolument magnifique, et puis évidemment il va essayer de la draguer, etc. Sauf que ça l'emmène dans un bazar pas possible parce qu'elle est liée à la mafia. Et donc du coup ça fait toute une aventure incroyable pour ce pauvre gars. Mais c'est très drôle en fait. C'est très rigolo et c'est effectivement un polar qui est idéal à lire à Noël, mais il est aussi idéal à lire à la plage. Ensuite, dans un genre un petit peu différent, même si on reste un peu dans l'ambiance cosy, j'ai découvert une bougie, alors ça s'appelle la Belle Mèche, la marque. C'est une cire 100% végétale, il me semble que c'est une marque française, ouais, fabriquée en France. Et donc la senteur c'est sous-bois. Ça se présente comme ça. Et qu'est-ce que ça sent bon. Ça sent justement, à la fois c'est frais et en même temps ça sent un petit peu la mousse, le bois un peu mouillé, la forêt, les pins un petit peu. Enfin c'est moi qui habite en ville et qui n'ai pas forcément un accès direct et facile à une vraie forêt. j'ai vraiment adoré cette senteur et je pense qu'elle va être allumée au cours de l'automne pour m'accompagner dans l'écriture de manuscrits. Voilà, donc si vous aimez bien les bougies parfumées, première chose, et si vous cherchez des marques de fabrication française, cire végétale, etc., eh bien je vous invite à découvrir la Belle Mèche. Alors ça vaut une 30aine d'euros, donc on est sur du bougie parfumée moyenne gamme, un peu haut de gamme, mais elle est quand même assez grosse, hein, 50 heures pour 30 euros par rapport à d'autres marques de la même gamme. Moi je trouve que c'est très raisonnable, surtout pour une fabrication française, donc je voulais le partager avec vous. Tant qu'on est dans les découvertes un peu cosy, on sent que c'est l'automne qui arrive, hein, même si c'est les favoris d'été. J'ai découvert un thé, alors pour le coup c'est pas du thé puisque c'est un mélange de rooibos et de maté, donc c'est du thé sans théine, c'est le thé du goûter, qui s'appelle Sweet Chai, c'est de la marque Love Organic. Là-dedans je pense qu'il doit y avoir 100 grammes. En termes de prix, je me rappelle plus combien j'ai payé, mais pareil, c'est du moyenne gamme Love Organic, hein, donc je pense qu'il y en a peut-être pour 10 balles, quelque chose comme ça. Et ça sent trop bon. Ça ressemble à ça. Donc évidemment, faut aimer, je sais pas si on le voit, hein. Faut aimer les goûts un peu épicés. Vous savez ce qu'on appelle le thé de chai, c'est le thé indien là avec des clous de girofle, de la cardamome, de l'anis, des machins comme ça. Donc il faut aimer ce genre de goût là. Mais justement, je trouve que celui-ci il est un petit peu plus léger. Le fait qu'il n'y ait pas de théine dedans, ça veut dire qu'on peut le boire le soir. Et bon équilibre entre le côté épicé et le côté doux. Donc voilà, il me plaît beaucoup. C'est ma sœur qui me l'a recommandé. J'ai acheté il y a 2-3 mois. Et il m'a beaucoup accompagné les fraîches soirées d'été quand il n'y avait pas la canicule. Et que j'avais envie d'une tisane bien chaude en fin de journée. Voilà, donc Love Organic Sweet Chai, je vous invite à aller sentir ça et voir si ça peut vous plaire pour les mois un peu plus frais à venir. Ensuite, encore un bouquin non-fiction cette fois-ci, donc Wabi Sabi à l'usage des artistes, designers, poètes et philosophes de Leonard Cohen, j'y arrivé. Donc c'est un bouquin qui a été écrit il y a plusieurs années en fait, hein, c'est pas nouveau. C'est un livre qui a été écrit avant le grand délire du développement personnel à la japonaise. Vous savez, dans les bouquins de bien-être et tout ça, on en voit plein en ce moment, les trucs sur l'ikigai, sur la nature japonaise, les bains de forêt, les machins, enfin c'est vraiment à la mode en ce moment. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit ça dans les années 90 il me semble. Ouais, 1994 il a écrit ça. C'est un petit bouquin avec pas mal de photos. Et contrairement justement à ces bouquins un peu plus développement personnel, c'est pas un truc qui vous dit utilisez l'esprit Wabi Sabi pour vivre comme ci ou comme ça. C'est plus quelque chose qui parle de l'esthétique et de la philosophie Wabi Sabi
d'où ça vient dans la culture japonaise, qu'est-ce que ça représente comme essence en fait quelque part. Et j'ai trouvé ça hyper inspirant, et je pense qu'il porte bien son titre, hyper inspirant quand vous créez quelque chose, que vous soyez, je sais pas moi, artisan, artiste, même écrivain, même créateur de contenu, peu importe. Si c'est une esthétique, si c'est une sensibilité qui vous parle, eh bien je trouve que ce bouquin résume très très bien le côté un peu rustique, le côté un peu nostalgique, le côté simple et humble finalement du wabi-sabi. Et enfin moi ça m'a inspiré de ouf, aussi bien côté parler de wabi-sabi dans le cadre du voyage créatif par exemple, pour la simplicité dans sa vie, dans la manière de considérer nos objets, etc. etc. Et aussi bien ça m'a inspiré aussi pour prendre des photos, pour dessiner des aquarelles, ce genre de choses-là. Donc vraiment, si le côté culturel du wabi-sabi, culture japonaise, origine, vous intéresse, je vous invite à découvrir ce livre. Voilà. Et enfin, pour terminer, dernier petit truc vite fait, je vous avais présenté, je crois, un truc un peu zéro déchet la dernière fois, donc je continue dans la lignée. J'ai découvert en fait ces machins là. Ah pareil, je sais pas trop. Donc c'est des feuilles en fait réutilisables qui sont cirées et qui permettent de remplacer tout ce qui est film transparent ou papier alu. Donc celui-ci c'est la marque COS et j'aime beaucoup la petite déco un peu en mode art déco qu'il y a dessus, je trouve ça chouette, mais il y a d'autres marques qui font ça. Et en gros le principe, donc c'est toile cirée. Et donc ça se pose sur, mettons, soit sur un légume que vous avez commencé à couper pour l'empêcher de moisir, soit sur un bol par exemple, vous avez préparé quelque chose, il reste le bol, plutôt que d'aller le transvaser dans un tupperware fermé, etc., bah hop, vous mettez ça par-dessus pour le stocker au frigo par exemple, et voilà, ça remplace tout ce qui est film plastique, aluminium jetable, et ça permet d'être zéro déchet. Alors je crois qu'au bout d'un moment, il finit par s'user, mais il me semble que la marque dit qu'il y en a quand même pour 2-3 ans quoi. Donc si ça permet de ne pas avoir de rouleau de papier d'alu dans sa cuisine, si vous vous intéressez à tout ce qui est écologie zéro déchet, je vous invite à aller voir du côté de ces toiles cirées. Et vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque-là, hein. Moi c'est celle que j'ai, mais vu la mode aujourd'hui de tout ce qui est bio-écolo, etc., je pense qu'il existe plusieurs marques et notamment plusieurs gammes de prix, ou si vous voulez du fabriqué en France, si vous voulez, voilà. Je pense qu'il existe plein de choses. Voilà, je pense que je me suis un petit peu étendue, mais j'adore ces vidéos où je partage mes inspirations et mes favoris. J'espère que ça vous a plu aussi. Si vous avez des choses à conseiller dans ces domaines-là ou dans d'autres, des choses qui vous ont inspiré, des choses que vous avez aimées, que vous avez découvertes, n'hésitez pas à les partager en commentaire sous la vidéo pour toutes les autres personnes qui vont regarder cette vidéo, ou à m'en parler sur les réseaux sociaux où je suis Floryteller. En attendant, je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!